Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi on nous interdit de poser des questions gênantes sur ce qui est sous les yeux de tous? Arrêtez-vous une seconde et rappelez-vous Peterhof, Versailles ou la villa d'Est. Des tonnes d'eau s'élèvent dans le ciel chaque seconde, créant une pression qui, selon les lois de la physique, exige des dépenses énergétiques colossales. On nous dit que c'est simplement la gravité, que c'est le génie des ingénieurs du XVIIIe siècle qui, à l'aide d'une pelle et d'un compas, ont créé des moteurs perpétuels. Mais c'est un mensonge. Un mensonge effronté, cynique, destiné à dissimuler le fait que nous vivons sur les ruines d'une civilisation dont le niveau technologique surpassait le nôtre. Vous avez été trompé. Tout ce que vous saviez sur l'hydrolite du passé n'est qu'un écran de fumée. Les historiens se taisent, parce que la vérité fera s'effondrer tout le château de cartes de la chronologie officielle. Comment faire jaillir l'eau à une hauteur de 20 mètres, sans électricité, sans pompe diesel et sans source d'énergie visible? On essaie de nous vendre le conte de fées du dénivelé. Mais n'importe quel ingénieur hydraulique, en examinant les schémas du même Samson à Peterhof, vous dira que le dénivelé déclaré des étangs de Ropcha n'est mathématiquement pas capable d'assurer une telle pression stable dans le système pendant des centaines d'années. C'est ici que se cache le secret qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. Laissez-nous rejeter les manuels scolaires et activer la pensée critique. La version officielle affirme que tous ces complexes de fontaines grandioses ont été construits à des époques où le principal moyen de traction était le cheval, et l'éclairage était assuré par des chandelles. On nous demande de croire que des gens qui prétendument ne connaissaient pas l'électricité ont posé des dizaines de kilomètres de tuyaux de qualité parfaite, les ont joints avec une précision micrométrique et ont lancé un système qui fonctionne sans panne pendant des siècles. Avez-vous déjà vu des tuyaux modernes? Ils pourrissent, rouillent et exigent un remplacement tous les 20 ans. Et là, sous terre, gisent des communications qui semblent insensibles au temps. De quoi sont-elles faites? Pourquoi la composition du métal des anciennes tuyaux laisse-t-elle souvent perplexes les laboratoires modernes? Mais le plus important n'est même pas le matériau, c'est le principe de fonctionnement. Regardez les dates. Début du XVIIIe siècle. La population de l'Europe et de la Russie, selon la démographie officielle, était plusieurs fois inférieure à celle d'aujourd'hui. Les technologies de production de la fonte et du plomb se trouvaient, pour le dire doucement, à l'état embryonnaire. Pour couler des tuyaux de ce diamètre et de cette longueur, il faut des géants industriels, des usines de la taille de villes. Où sont-elles? Où sont les vestiges de ces productions? Ils n'existent pas. On nous montre des gravures où des paysans en lapetis et perruques transportent la terre en brouettes. Croyez-vous sérieusement qu'avec des brouettes, on puisse construire un système hydrotechnique des plus complexes, incisé dans les roches et l'argile sur une profondeur de plusieurs kilomètres? Ce n'est pas simplement de la construction, c'est une terraformation du paysage. C'est un niveau d'ingénierie planétaire qu'on attribue à des hommes qui, prétendument, venaient juste de sortir du Moyen-Âge. Posez-vous la question. Pourquoi aucun palais équipé de ces fontaines n'a de chaudière pour machine à vapeur? Si l'eau avait été pompée par des pompes de l'époque, elles auraient dû fonctionner au charbon ou au bois. Cela représenterait des tonnes de suie, de fumée et de suie. Les palais des rois seraient devenus des chaufferies. Mais les murs sont propres, aucun conduit de fumée pour de telles puissances n'est prévu. Donc, il n'y avait pas de pompe au sens où nous l'entendons. Alors qu'est-ce qui poussait l'eau? Les historiens marmonnent au sujet de la loi des vases communicants. Mais permettez, pour que le jet jaillisse vers le haut, le réservoir doit être nettement plus haut que la fontaine. À Peterhof et Versailles, les dénivelés sont minimes, et en certains endroits, l'eau semble même couler à contre-gravité, montant sur les collines. C'est impossible du point de vue de l'hydrodynamique classique sans injection forcée. Nous faisons face à un fait évident. L'eau dans ces systèmes se comportait non comme un liquide soumis à la gravité, mais comme une substance contrôlée. Ou bien l'aménagement même des fontaines utilisait des principes que nous appelons aujourd'hui perdus ou alternatifs. Peut-être s'agit-il d'électricité atmosphérique, de technologie vibratoire,
ou du fait que l'eau elle-même avait une autre structure. Rappelez-vous les anciennes cartes et schémas. Les fontaines y sont souvent représentées non comme des ornements, mais comme des nœuds fonctionnels d'une gigantesque machine. Les palais ne sont pas des habitations, ce sont des stations techniques. Et les fontaines sont des systèmes de refroidissement ou d'ionisation de l'atmosphère. On nous a dit que c'était pour la beauté, mais qui de sensé dépenserait les ressources gigantesques d'un pays pour des éclaboussures d'eau quand le peuple, prétendument, mourait de faim et faisait la guerre? C'est économiquement inopportun, à moins que cette eau n'ait eu une autre fonction, vitale. L'histoire officielle craque de toutes parts dès que nous commençons à compter. Prenons une calculatrice. Le volume d'eau passant à travers les systèmes de Versailles ou de Peterhof en 1 heure se chiffre en milliers de mètres cubes. Pour assurer un tel débit avec des tuyaux de l'époque, il aurait fallu des millions de tonnes de métal. Où sont les mines? Où est la logistique? On nous dit que les tuyaux étaient en bois. Avez-vous déjà essayé de faire passer de l'eau sous une pression de 3 atmosphères dans un tuyau en bois? Elle exploserait en éclats en 1 minute. Donc, les tuyaux n'étaient pas en bois. Mais de quoi étaient-ils faits? Et qui les a posés? L'absence de plan, l'absence de nom d'ingénieur concepteur capable de calculer un coup de bélier d'une telle puissance incite à penser que ces systèmes n'ont pas été construits. On les a déterrés, on les a restaurés. Ceux qui sont arrivés sur ces terres au XVIIe, XVIIIe siècle ont simplement trouvé ces installations et les ont adaptées à leurs besoins, les faisant passer pour leur propre création. Ils ont trouvé le bouton « On », mais n'ont jamais compris comment fonctionnait l'ensemble du schéma. Descendons des cieux sur terre, ou plus précisément sous terre, là où l'accès est strictement interdit aux touristes. Si vous pensez que le secret des fontaines réside dans les statues dorées, vous regardez au mauvais endroit. Le secret est enterré dans les communications. L'historiographie officielle nous nourrit de fables selon lesquelles les aqueducs pour les complexes palatins étaient faits de bois ou de plomb et remplacés plus tard par de la fonte. Mais activons la logique d'un ingénieur, pas d'un humaniste. Un tuyau en bois, sous la pression d'eau nécessaire pour un jet de 20 mètres, c'est du non-sens. Le bois pourrit, se dessèche et ne résiste pas aux coups de bélier hydraulique. Le plomb, c'est un métal mou qui se déforme sous son propre poids, sans parler de la pression du flux. Pour réaliser un aqueduc en plomb de cette longueur, il aurait fallu les budgets annuels de tous les empires européens réunis, et cela ne concerne que le matériau. Mais le plus intéressant commence quand nous trouvons de réels tronçons de ces anciennes tuyaux. Ce n'est pas une production artisanale, c'est une coulée haute technologie. Les tuyaux ont une géométrie parfaite, des parois lisses et, ce qui est le plus stupéfiant, des connexions à brides standardisées. Comprenez-vous ce que signifie la standardisation au XVIIIe siècle? Elle n'existait pas officiellement. Chaque forgeron forgeait un boulon pour une écrou spécifique. L'interchangeabilité des pièces n'est apparue qu'au XIXe siècle avec le développement du parc de machines-outils. Mais nous voyons des kilomètres de tuyaux reliés par des boulons qui s'ajustent parfaitement les uns aux autres. Cela signifie qu'ils étaient produits sur une chaîne de montage, dans une usine avec un contrôle qualité strict et un système métrique que l'on prétend ne pas avoir inventé à l'époque. Qui a construit cette usine? Où sont ses ruines? Pourquoi n'y a-t-il aucun plan d'établi dans les archives capable de fondre et d'usiner de tels diamètres? On nous parle de milliers de serfs qui creusaient manuellement les canaux. Bien, admettons. Mais calculons le volume de terre. Il s'agit de millions de mètres cubes de terre, d'argile et de pierre. Qu'ont-ils fait de ce remblai? Autour des palais, des paysages idéaux, aucune colline de déblais, aucune trace de gigantesques décharges. Pour évacuer un tel volume avec des charrettes, il aurait fallu une armée de chevaux dépassant le cheptel de tout le pays. Et comment nourrir cette armée?
La logistique d'un tel projet, dans des conditions de chemin impraticables et sans camions, est une tâche insoluble pour une société agraire. Nous voyons le résultat du travail de lourds engins de terrassement, d'excavatrices rotatives, dont les traces peuvent être trouvées si l'on sait où regarder, mais qu'on désigne pudiquement comme des vallons naturels ou des lits de rivières asséchées. Revenons au métal. L'analyse de certains fragments de ces anciennes tuyaux révèle des impuretés étranges qui rendent le fer incroyablement résistant à la corrosion. La fonte ordinaire, dans un sol humide pendant 300 ans, devrait s'être transformée en poussière. Mais ces communications sont souvent en meilleur état que les tuyaux posés en Union soviétique il y a 50 ans. Cela témoigne d'une métallurgie d'un autre niveau. Pour obtenir un tel alliage, il faut des fours électriques et des additifs de ligature, du vanadium, du molybdène, du titane. D'où les venait-il à ces maîtres qui, selon la légende, fondaient le minerai dans des fours en terre au charbon de bois? La version officielle ignore simplement la composition chimique, l'attribuant au savoir-faire des anciens maîtres. Mais la qualité n'est pas de la magie, c'est une technologie. Et cette technologie a été perdue. Un autre fait criant est l'absence de sas de réparation et d'armature d'arrêt sur les anciennes schémas. Un système hydrotechnique moderne ne peut exister sans la possibilité de couper l'eau pour réparer un tronçon isolé. Les systèmes anciens sont conçus comme si leur créateur était convaincu que rien ne se casserait pendant 1000 ans. C'est le principe de construction posé et oublié, inaccessible à notre civilisation de l'obsolescence programmée. Il savait quelque chose sur les matériaux et l'hydraulique que nous ne savons toujours pas. Ou bien l'eau même qui coulait dans ces tuyaux n'était pas simplement de l'eau. Regardez les cartes altimétriques. L'eau arrive dans certains complexes de fontaines depuis des sources situées à des dizaines de kilomètres. Et sur toute cette distance, la pente du canal ne fait que des millimètres par kilomètre. Maintenir une telle pente en creusant manuellement, sans niveau laser et sans géodésie satellitaire, est impossible. La moindre erreur, et l'eau s'arrêterait ou se répandrait en marécage. Mais les canaux vont droit comme une flèche, ignorant le relief, traversant les collines et passant par des aqueducs. C'est de la géodésie de niveau cosmique. C'est une planification qui requiert un regard d'en haut, depuis les airs. On nous ment en disant que c'était fait par des paysans, avec des cordes et des piquets. C'est mathématiquement impossible. L'erreur sur de telles distances avec un travail manuel aurait été de plusieurs mètres, et le système n'aurait pas fonctionné. Mais il a fonctionné immédiatement, sans mise au point, sans remaniement. Cela mène à une pensée terrifiante. Les palais n'ont pas été construits sur un terrain vide. Ils ont été érigés sur des communications déjà existantes, anciennes. Pierre Ier, Louis XIV et d'autres grands constructeurs n'étaient pas des architectes, mais de simples managers chanceux qui ont découvert les ruines d'une infrastructure hautement développée, les ont déterrées, réparées sommairement et s'en sont appropriés l'auteur. Ils ont trouvé des vannes d'où coulait l'eau et ont construit autour d'elles de belles façades pour cacher la véritable fonction de ces nœuds techniques. Nous admirons les fontaines comme de l'art, mais peut-être regardons-nous un système de refroidissement d'un gigantesque réacteur souterrain ou d'un générateur qui bourdonne encore quelque part profondément sous nos pieds, assurant cette pression incompréhensible. Regardons la vérité en face. Nous étions trop peu nombreux. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais de ces époques où ces complexes hydrotechniques cyclopéens ont prétendument été érigés. L'histoire officielle nous dessine des graphiques fluides de croissance démographique. Mais si l'on superpose les dates de construction des grands cascades de fontaines sur les véritables résumés démographiques, l'image s'effondre en poussière. On nous dit que le XVIIIe siècle est l'époque des Lumières et de la construction. Mais les chiffres secs des registres paroissiaux et des cadastres fiscaux crient le contraire. C'était une époque de survie. La peste, la variole, des guerres infinies, la famine. L'Europe et la Russie étaient à moitié vides.
la densité de population dans les zones des grandes constructions était insignifiante. D'où venaient ces milliers de mains ouvrières infinies, nécessaires pour poser les tuyaux, creuser les canaux et travailler le granit? Les historiens adorent le terme « serf ». C'est leur bouche-trou universel pour n'importe quel trou logique. Mais un serf n'est pas un robot. Il faut le nourrir, le faire dormir et, pardonnez-moi, l'envoyer aux toilettes. Où sont les baraquements? Où sont les gigantesques cuisines de campagne? Où sont les cimetières pour des dizaines de milliers d'ouvriers qui seraient inévitablement morts dans un tel labeur infernal, sans antibiotiques ni techniques? Les archéologues trouvent les fondations des palais, mais ils ne trouvent jamais l'infrastructure des constructeurs. Elle n'existe pas. Cela ne signifie qu'une chose: il n'y a pas eu de chantier. Il y a eu un dégagement. Ces misérables poignées de gens qui ont survécu après la catastrophe globale que nous appelons déluge d'argile ou grande réinitialisation sont simplement venus sur du prêt-à-porter. Ils n'ont pas construit ces fontaines. Ils les ont déterrées d'une couche de plusieurs mètres de terre. Regardez attentivement les premiers étages de nombreux palais équipés de fontaines. Ils sont enfoncés dans le sol. Des fenêtres transformées en meurtrières de sous-sol. Des portes menant nulle part sous terre. On nous dit « c'est ainsi qu'on construisait, c'est la couche culturelle ». Quelle couche culturelle peut s'accumuler sur 5 mètres en 200 ans? C'est de la folie. Les bâtiments ont été ensevelis. Et les systèmes de fontaines ne sont que la pointe de l'iceberg d'une infrastructure gigantesque qui s'enfonce profondément vers le bas. Nous ne voyons que le niveau supérieur, la sortie décorative ou technique, tandis que les stations de pompage principales, si on peut les appeler ainsi, sont ensevelies sous des tonnes d'argile et de limon qui ont recouvert nos villes il y a 2 siècles. C'est précisément pourquoi nous ne trouvons pas de pompes. Elles existent, mais elles se trouvent à des profondeurs de dizaines de mètres, là où les archéologues ne sont pas autorisés à aller, sous peine de perdre leur licence. Ou bien leur principe de fonctionnement ne requérait pas du tout de mécanique. Rappelez-vous les forteresses en étoiles. Ces constructions géométriquement parfaites, dispersées dans le monde entier, se dressent toujours près de l'eau. Et souvent, à l'intérieur, il y a des systèmes hydrotechniques complexes. Et si les fontaines des palais et les forteresses en étoiles faisaient partie d'une même chaîne énergétique? L'eau est un porteur idéal d'information et d'énergie. Si l'on fait tourbillonner l'eau en vortex, si l'on crée la bonne vibration, elle change ses propriétés. Il existe une théorie selon laquelle les anciens architectes utilisaient une technologie de mouvement tourbillonnaire et de pression atmosphérique dont nous avons oublié. Dans de tels systèmes, l'eau ne coule pas simplement, elle est accélérée grâce à la géométrie des tuyaux. Les stries en spirale à l'intérieur de certains fragments trouvés d'anciens aqueducs suggèrent que l'eau était tourbillonnée, transformant le flux en une sorte de corps solide perçant l'espace. C'est l'effet d'implosion et non d'explosion. La technique moderne fonctionne sur l'explosion, sur l'expansion, moteur à combustion interne, tandis que cette technique fonctionnait sur la compression, sur le vide. Une pompe à vide ne nécessite pas de carburant. Elle utilise la différence de potentiel du milieu. C'est pourquoi il n'y a pas de chaudière. L'atmosphère elle-même pressait sur l'eau, la forçant à s'élever. Les palais n'étaient pas simplement des habitations, mais des machines atmosphériques gigantesques, où les fontaines jouaient le rôle d'ioniseurs ou de condensateurs éthériques. Nous vivons dans les maisons des géants. Regardez la hauteur des portes dans ces palais. 4, 5 mètres. Les poignées de porte au niveau de la tête d'un homme moderne. Des marches sur lesquelles il est inconfortable de marcher. On nous inculque que c'était pour la grandeur, mais le fonctionnalisme l'emporte toujours sur les ostentations. Personne ne construirait une porte de 5 mètres de haut pour qu'y entre un homme mesurant 1,70 m.
C'est irrationnel du point de vue du chauffage. Ces salles et ces fontaines étaient construites pour des êtres d'une autre taille et d'une autre physiologie. Peut-être pour eux, cette eau n'était pas un ornement, mais une nécessité vitale, un milieu d'habitat ou une source de force. Et nous sommes arrivés plus tard. Nous sommes une civilisation parasite qui s'est installée dans les gratte-ciels vides des dieux. Nous avons appris à ouvrir les robinets, mais nous avons peur de descendre à la cave pour voir d'où vient l'eau. Nous inventons des contes sur Pierre et Louis pour ne pas nous avouer la terrible vérité. Nous avons dégénéré. Nous ne pouvons pas reproduire ce qui est fait de granit et de maçonnerie polygonale. Nous moulons du béton et du plastique. L'histoire officielle est un écran de fumée, cachant le fait qu'avant nous, il y avait ici une civilisation qui maîtrisait la gravité et l'eau par la force de la pensée ou de la vibration. Et cette civilisation a été détruite instantanément. Les traces de cette destruction sont partout. Aqueducs déchirés, forts fondus, villes fantômes qui figurent sur les cartes du XVIIe siècle mais ont disparu au XVIIIe. Tartarie, Grande City, appelez-la comme vous voulez. C'était un système mondial unifié, relié par des voies d'eau et de l'hydrotechnique. Les fontaines de Versailles et de Peterhof sont les terminaux survivants de ce réseau. L'eau y coulait éternellement parce que le système était clos et auto-entretenu. Nous en avons fait une attraction, gaspillant cette précieuse ressource sans comprendre sa véritable destination. Avez-vous déjà essayé de fermer les yeux, debout près du grand cascade ou des fontaines de Versailles, et simplement écouter? Pas le bruit des touristes, mais le bourdonnement de l'eau elle-même. Ce n'est pas un clapotis chaotique, c'est un rythme régulier, monotone, hypnotique. Si vous mesurez ce son avec de l'équipement moderne, vous découvrirez des choses étranges. Les fréquences générées par ces complexes tombent dans des bandes qui influencent le fonctionnement du cerveau humain. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul précis. Nous approchons de l'aspect le plus sinistre de la technologie perdue. Ces fontaines n'étaient pas de la décoration, c'étaient d'énormes générateurs acoustiques et vibratoires. Rappelez-vous la science de la cimatique. Le son peut donner forme à la matière. Si vous versez du sable sur une plaque métallique et que vous y passez un archet, le sable se rassemblera en un motif géométrique complexe. Et maintenant, regardez les formes des bassins des fontaines d'en haut. Regardez la disposition des parcs. Ces étoiles idéales, spirales et motifs symétriques ne sont pas simplement le caprice d'un paysagiste. C'est une vibration figée. Les architectes du passé ne dessinaient pas ces formes. Ils connaissaient la fréquence sur laquelle opère ce lieu et construisaient des résonateurs amplifiant ce signal. L'eau, passant à travers des systèmes complexes de tuyaux et de buses, se structurait, changeait sa densité et, en jaillissant, saturait l'espace non seulement d'humidité, mais d'information. De quoi sont faits les quais et les bassins des fontaines? Granit. Qu'est-ce que le granit? C'est une roche saturée de quartz. Le quartz est un élément piézoélectrique. Sous compression ou vibration, il génère un courant électrique. Imaginez des millions de tonnes de granit à Saint-Pétersbourg ou à Rome, vibrant sous l'action de puissants flux d'eau. C'est un schéma piézoélectrique colossal. La ville se transformait en une gigantesque micropuce. Les fontaines étaient les nœuds de cette chaîne, créant un champ électromagnétique enveloppant les palais d'un dôme invisible. À quoi cela servait-il? La réponse réside dans le climat. N'avez-vous jamais réfléchi à pourquoi, sur les gravures du XVIIIe siècle, nous voyons des gens en tunique légère devant des bâtiments qui, aujourd'hui, en hiver, requièrent des mégawatts de chauffage? Pourquoi, dans ces soi-disant palais froids, concevait-on des fenêtres géantes du sol au plafond et l'absence de tambour? Parce qu'il y faisait chaud. Le système de fontaines et de canaux, fonctionnant en tandem avec l'électricité atmosphérique, créait un dôme ionisé retenant la température. C'étaient des oasis.
Les technologies de terraformation permettaient de cultiver des ananas et du raisin là où il y a de la neige aujourd'hui. Les orangeries qu'on nous montre actuellement comme des lieux pour plantes exotiques n'étaient pas des serres, mais les vestiges de cet habitat même qui était autrefois omniprésent. Mais ensuite, on a coupé le commutateur. Une catastrophe ou un sabotage s'est produit. Le champ a disparu. Le climat a changé brutalement. Les froids sont arrivés, que les historiens appellent pudiquement petit âge glaciaire. L'eau a cessé d'être un carburant pour devenir simplement de l'eau. Le granit s'est tu. Les gens, survivants du chaos, ont commencé à geler dans leurs palais de pierre. Ils ont dû percer des trous dans les murs pour des poêles à bois, murer de briques les fenêtres géantes et s'envelopper de peau. Nous voyons partout les traces de cette isolation barbare. Plafond des salles noircis par la suie, là où il n'y avait pas de cheminée. Fours grossiers incrustés dans des intérieurs raffinés. Ils tentaient de se réchauffer dans une machine qui s'était cassée. La science officielle se tait sur cela, parce que l'aveu d'un contrôle climatique dans le passé détruirait la paradigme énergétique moderne. On nous a mis à l'héroïne des hydrocarbures. On nous vend chaleur, lumière et énergie contre de l'argent, alors que nos ancêtres en obtenaient gratuitement de l'environnement à l'aide de pierres et d'eau. Les fontaines sans pompe sont le symbole de notre asservissement. C'est un monument à l'énergie libre qu'on a transformé en attraction payante. On nous montre un spectacle d'eau pour que nous ne réalisions pas que nous regardons en réalité un générateur défectueux du paradis. De surcroît, les vibrations créées par ces complexes pouvaient harmoniser la psyché, guérir les maladies et prolonger la vie. Ce n'est pas pour rien que dans les légendes, les sources étaient toujours appelées eau vive. Ce n'est pas une métaphore. L'eau ionisée, structurée, guérit vraiment. Aujourd'hui, nous buvons un liquide mort issu de tuyaux rouillés. Et au lieu du bourdonnement curatif de l'éther, nous sommes entourés du smog électromagnétique des antennes de communication. Nous sommes devenus plus faibles, plus stupides et plus dépendants. On nous a débranchés de la source d'alimentation. Regardez les statues de Samson ou de Neptune. Elles ne se contentent pas de se dresser. Elles déchirent des mâchoires, elles contrôlent les flux, elles tiennent en main des bâtons étranges, vajra, tridents. Ce ne sont pas des armes de mêlée, ce sont des outils d'accordage de fréquences. Des dispositifs techniques dont nous avons oublié le principe de fonctionnement. Nous arpentons les musées, contemplons le culte du cargo, mais ne voyons pas l'essence. On nous a forcés à croire que nos ancêtres étaient des sauvages, priant des idoles, alors qu'en réalité, ils étaient des opérateurs d'installations physiques des plus complexes. La prise de conscience de ce fait provoque de la rage. On ne nous a pas simplement trompés sur les dates, on nous a volé l'avenir, le remplaçant par un succès d'années de progrès. L'iPhone dans votre poche est un jouet primitif comparé à ce que pouvait faire une rive en granit il y a 300 ans. Nous sommes fiers d'être allés dans l'espace, mais nous ne pouvons pas reproduire la maçonnerie de Saint-Isaac et faire couler l'eau vers le haut sans pompe. Nous avons dégénéré techniquement, mais le plus terrible, nous avons dégénéré spirituellement, cessant de sentir ce lien avec le monde. Nous sommes arrivés à la ligne au-delà de laquelle s'achève la zone confortable du mensonge académique et commence une réalité effrayante, froide. Si l'on assemble tous les fragments de cette mosaïque, le traitement impossible du granit, les tuyaux d'alliages éternels, l'absence de base productive, les manipulations climatiques et acoustiques, la conclusion s'impose d'elle-même, et elle est impitoyable. Nous vivons sur un territoire occupé. Ceux qui aujourd'hui s'appellent l'élite mondiale ne sont pas les héritiers des grands architectes. Ce sont des pillards qui sont venus sur les cendres, s'approprier les biens d'autrui et réécrit les livres d'inventaire à leur profit. La catastrophe globale, dont nous voyons les traces sous forme de premiers étages ensevelis partout dans le monde, n'était pas un hasard. C'était un nettoyage. La grande réinitialisation, dont on aime tant discourir aujourd'hui depuis les hautes tribunes de Davos, n'est pas un plan pour l'avenir. C'est ce qu'on nous a déjà fait. Et peut-être pas une seule fois.
L'histoire est cyclique, comme l'eau dans une fontaine. Tous les quelques siècles, un événement se produit qui remet à zéro la civilisation. Les technologies sont confisquées, la population est réduite à un minimum contrôlable, et aux survivants, on efface la mémoire par le système éducatif. On nous a forcés à oublier qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. On nous a inculqué que nous descendions du singe et que nous rampions lentement vers le progrès, inventant la roue et la machine à vapeur. Mais la vérité, que murmurent les quais en granit, est tout autre. Nous sommes des descendants sauvages des dieux, ou un nouveau type, artificiellement élevé de biorobots pour entretenir l'infrastructure survivante. Nous sommes le personnel de la société de gestion sur les ruines d'un monde hautement développé. Notre tâche est de rafistoler les tuyaux, de peindre les façades et surtout de payer des impôts pour des ressources qui étaient initialement gratuites. Les fontaines qui jaillissent sans pompe pendant des siècles sont la preuve la plus dangereuse de l'existence de l'énergie libre. Imaginez une seconde ce qui arriverait à l'économie mondiale si demain nous révélions officiellement le secret de cette technologie. Le marché du pétrole, du gaz et du charbon s'effondrerait instantanément. Le pouvoir des corporations transnationales s'évaporerait comme le brouillard matinal. Personne ne pourrait vous vendre électricité et chaleur si votre maison en puise elle-même de l'éther, comme le faisaient les palais du passé. C'est précisément pourquoi les véritables connaissances ont été détruites avec une telle cruauté. La bibliothèque d'Alexandrie et des milliers d'autres dépôts ont brûlé non par hasard. Les savants qui s'approchaient trop près de la résolution des technologies éthériques étaient déclarés fous ou physiquement éliminés. Le système se protège. Il lui faut des consommateurs obéissants avec carte de crédit, pas des créateurs ingénieurs libres. Nous vivons dans une matrice tissée de dates falsifiées et de guerres inventées. La guerre de 1812, la campagne de Crimée, les temps troubles. Peut-être étaient-ce des opérations punitives pour supprimer les derniers foyers de résistance de l'ancienne civilisation. Ceux qui se souvenaient comment activer l'électricité atmosphérique et contrôler l'eau par la force du son ont été anéantis. Les autres ont été assis à des pupitres et enseigné une nouvelle physique où la loi de conservation de l'énergie interdit les moteurs perpétuels et un rendement supérieur à l'unité. Mais l'eau à Piterhof et Versailles continue de couler, riant effrontément de ces lois. Elle est le témoin vivant d'un crime à l'échelle planétaire, la preuve qu'on a oublié d'enlever de la scène du crime. Mais le système a fissuré. Le flux d'informations, créé comme moyen de contrôle, est devenu un outil d'éveil. Nous avons commencé à échanger des photos, comparer des faits, poser des questions gênantes. Nous voyons que le roi est nu. Nous voyons que les soi-disant tableaux de ruiniers ne sont pas la fantaisie des artistes, mais une chronique photographique documentaire des conséquences de la guerre qui a détruit le monde antique très récemment. Nous commençons à comprendre que notre potentiel est illimité si nous rejetons les œillères de la science officielle et cessons de croire que les pyramides ont été construites avec des ciseaux en cuivre. Peut-être que les clés pour lancer la machine planétaire sont encore sous nos pieds. Ces mêmes forteresses en étoiles, ces mêmes bassins en granit des fontaines, elles ne sont pas cassées. Elles sont simplement en mode veille. Elles attendent l'opérateur. Peut-être que pour leur activation, il ne faut pas de mécanique, mais de l'énergie mentale. Et si la conscience collective de la vérité était précisément cette clé de contact que craignent les marionnettistes? Ils nous maintiennent dans la peur et l'ignorance parce qu'ils savent. Si nous nous rappelons comment contrôler cette force, leur pouvoir prendra fin. Ne me croyez pas sur parole. Allez voir par vous-même. Approchez-vous de n'importe quel bâtiment ancien dans le centre historique de votre ville. Touchez cette maçonnerie. Jetez un œil par la fenêtre de sous-sol qui s'enfonce profondément dans le sol. Demandez-vous honnêtement. Des paysans semi-analphabètes avec des brouettes en bois
ont-ils pu construire cela? La réponse résonnera en vous. Et cette réponse vous fera trembler de peur. Mais elle vous rendra libre. Nous sommes au seuil de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas les premiers ici. Et si nous ne nous réveillons pas, nous serons les prochains sur la liste à être rayés. Qui a appuyé sur le bouton de redémarrage il y a 200 ans? Qui nous dirige depuis l'ombre, cachant les technologies d'abondance et d'immortalité? Ce sont des questions auxquelles nous devons trouver des réponses si nous voulons survivre.